Hello! Et tout d'abord, je souhaiterais vous souhaiter une bonne année. Bon, j'ai pas spécialement écrit grand chose là-dessus, donc on va passer direct à autre chose. Ok. Aujourd'hui, on retourne faire le tour des Commanders du passé, avec aujourd'hui le tour de pas mal d'extensions, puisque dans 4 sets d'affilée, Wizard n'a décidé de mettre que 2 créatures légendaires. On va donc commencer par le deck le plus joué, parce qu'il est toujours très cohérent aujourd'hui. En commençant par la reine Slivoïde donc. Et si je commence par celle-ci, c'est déjà parce qu'il n'y a pas grand chose à en dire. Je ne vous ferai pas l'affront de vous expliquer quel genre de decks sont joués avec la reine Slivoïde, mais on va quand même lire la carte pour vous dire qu'elle peut mettre un token 1-1 incolore Slivoïde sur le terrain pour un coût de 2 mana. Ce n'est bien sûr pas l'effet le plus folichon, en tout cas pas sur papier, mais les Slivoïdes étant si synergiques, avec assez de mana, elle pourra littéralement être votre finisher. Certes, elle n'est pas le commandant le plus fort pour un deck Slivoïde, ce que je donnerais probablement à l'Overlord personnellement pour sa capacité à tuto n'importe quel Slivo et donc à vous sortir d'à peu près toutes les situations dans lesquelles vous pourriez tomber. Ou même à gagner le contrôle de ceux des adversaires si jamais un Shapeshifter se trouve en face. Toujours est-il que la reine Slivoïde est aussi le commandant Slivo le plus cher que vous puissiez trouver. Et la raison, c'est bien évidemment la Reserved List, puisqu'elle ne peut pas être réimprimée, donc elle disparaît petit à petit des sites de vente, pendant que son prix augmente sur ces mêmes sites. On passe au suivant avec un des commanders les moins joués dont je parlerai aujourd'hui, avec Krovax. Krovax est un vampire qui coûte 4 mana, donc 2 génériques et 2 noirs, et entre en jeu avec 4 compteurs +1/+1. Pendant votre upkeep, vous devrez sacrifier une créature pour ajouter ou retirer un compteur de Krovax. On va pas se cacher qu'il y a peu de raisons de retirer un compteur, mais dans le doute, les gens qui travaillaient chez Wizard en recherche et développement à l'époque se sont dit que peut-être vous voudriez le faire. Krovax a une dernière capacité qui permet à celui-ci, pour un mana noir, de gagner le vol jusqu'à la fin du tour, ce qui peut toujours être intéressant dans un deck où le commandant peut grossir assez facilement. Après avoir lu toute cette carte, on peut se dire qu'elle est assez dispersée. Krovax sacrifie des créatures, c'est qu'il lui met un pied dans les decks aristocrates. Mais il grossit grâce à elle pour gagner des compteurs +1/+1, ce qui lui met le deuxième pied dans les decks compteurs, mais puisqu'il grossit facilement et qu'il a un moyen d'évasion, il a un troisième pied dans les decks Voltron. Il y a un pied de trop là. Le plan de jeu que la plupart des gens suivent, c'est le principe aristocrate, puisqu'il permet d'activer la capacité simplement en restant en jeu. Oui, d'accord, il active toutes les autres en même temps aussi. Mais en mono noir, jouer full compteur +1/+1, ça reste un peu bancal. Faisable, mais bancal. Quant au Voltron, il fait partie des archétypes un peu plus à la ramasse et qui gagnent le moins les parties parce qu'habituellement, je dis bien habituellement, les adversaires qui voient un membre de la table disparaître en un seul tour se retournent souvent très vite vers la personne qui vient de choisir de terminer la partie de quelqu'un abruptement, pour la simple et bonne raison qu'ils ne veulent pas être la prochaine cible. Dans tous les cas, l'effet obligatoire de Krovax sera un des points compliqués pour faire tourner un deck Voltron, ces derniers possédant moins souvent de créatures à avoir sur le board pour facilement les sacrifier, puisqu'ils disposent de plus d'artefacts et d'enchantements pour faire grossir leur commandant. Bref, c'est pas simple, et ça ira plus souvent dans le sens de faire fonctionner un deck aristocrate qui finira peut-être par faire des dégâts mortels via son commandant au bout de quelques tours. On passe à Exodus avec Miri, qui est une 2-3 pour 3 dont 2 verts et un générique. Elle a le First Strike, la Vigilance et la Traversée des forêts. Et c'est bien cette dernière capacité qui sera un des points forts de Miri, puisque depuis peu, enfin ça fait déjà 4 ans, le temps passe vite, le vert dispose de Yavimaya qui permettra de transformer tous les terrains en forêt, ce qui va plaire à votre commandant. Vous l'aurez compris, il n'y a rien de bien fou sur Miri, et tout va dans un sens. Le fait que Miri se bat super bien. Ce qui vous dirige de nouveau vers un archétype et ses sous-thèmes, Voltron, équipement et enchantement, ce qui permettra souvent à Miri d'attaquer et de vous protéger, le tout en achevant quelques-uns de vos adversaires. Mais on y revient, le Voltron c'est bien souvent la façon la plus simple pour terminer deuxième ou troisième d'une partie. Pour continuer, on va parler de Ertai, une 1-1 pour 3 dont un bleu et 2 génériques. Et Ertai, c'est un des plus dignes de tous les représentants d'un deck mono bleu, puisque sa capacité lui permet, moyennant son engagement et 4 mana dont 2 bleus, de contrer le sort ciblé. Vous aurez donc compris que le bonhomme, enfin, dans la situation, bon, c'est peut-être pas l'adjectif qu'il qualifie le mieux,
va passer son temps à contrer ce qu'il peut contrer et va garder son mana open le plus longtemps possible. Un deck dans lequel Mind Over Matter fera souvent son apparition pour le désengager, si jamais son propriétaire n'avait pas de contre-sort plus efficace que lui dans sa main, le tout couplé à Training Grounds pour le rendre plus efficace encore. On passe au deuxième le plus utilisé de la vidéo avec Karn, le golem d'argent, qui pour 5 mana génériques est une 4/4. Quand Karn bloque ou devient bloqué, il gagne -4 +4 jusqu'à la fin du tour, ce qui veut dire qu'il n'y a pas spécialement de risque à bloquer avec cette créature, et pas spécialement plus d'utilité à attaquer avec non plus. Mais ce n'est pas pour ça que Karn est joué, non, c'est pour sa capacité suivante. Et croyez-moi, je l'ai longtemps côtoyé dans mon playgroup, Karn est violent grâce à cette capacité, qui pour 1 mana permet de transformer un artefact en créature artefact, ayant une force et une endurance chacune égale à son coût de mana. Parce que Karn c'est un deck combo par excellence, il se permettra souvent de jouer Voltaic Construct, qui permet de désengager une créature artefact, et puisque Karn peut transformer n'importe quel artefact en créature artefact, il est évident qu'il crée un amas de combos qui font du mana infini grâce à cette capacité. Vous avez dès lors du mana infini donc, et des manières de transformer ce dernier en pioche, et de finir la game assez vite. Le principal problème de Karn, c'est que ce golem ne nous donne pas vraiment le choix sur comment faire fonctionner son deck. Oui, vous pourrez créer un deck artefact, mais bien souvent, vous finirez par vous foutre un combo sans même l'avoir fait exprès. Ce qui transforme toujours le deck en deck combo. On passe au suivant avec Barin qui coûte 3 dont 2 bleus et un générique. Et on se retrouve de nouveau avec un bon gros deck contrôle, puisque ce sorcier 1-1 peut, moyennant le sacrifice d'un permanent et de 2 mana génériques, de renvoyer un permanent dans la main de son propriétaire. Un deck qui s'amusera à jouer la plupart des effets de sacrifice dispo dans cette couleur, comme Orative, Icor Wellsprings ou encore Hatching Plant. Et notre bon vieil ami, le robotriste bien sûr. En gros, ce bon vieux Barin pourra être considéré comme un deck aristocrate en mono bleu, le tout en cumulant ses effets à une capacité de contrôle. Un deck donc qui étrangement a gagné pas mal de bonnes cartes dans les dernières années. On pense par exemple à The One Ring, qu'il pourra sacrifier pour se sauver la vie, mais bien sûr pas mal de cartes bleues qui vous permettent de piocher lorsqu'elles quittent le champ de bataille. Donc des cartes qui vous donneront encore plus de moyens de contrôler le board, dans un deck qui pourra se permettre de bounce une carte pour finir par la contrer au tour suivant. Passons à notre dernière extension de la journée avec Urza's Legacy, en commençant par Radiant, un ange 3/3 pour 5, dont 2 blancs et un générique. C'est un ange, elle a donc le vol, mais elle a aussi la vigilance, et elle gagne +1/+1 pour chaque créature qui a le vol. Et j'ai bien dit pour chaque créature qui a le vol, celles de vos adversaires aussi compteront. Ça peut avoir son importance, ne l'oubliez pas. Radiant aimera donc jouer un maximum de créatures ayant un faible coût de mana, mais ayant le vol. Et ça c'est une chose qui était plus difficile à avoir lorsqu'elle est sortie qu'aujourd'hui. Vous pourrez donc faire un deck contenant un maximum de cartes avec le vol. Ce qui de nouveau donnera un léger goût de Voltron à votre commandant, mais le tout en créant une armée de créatures avec de l'évasion, qui vont vouloir faire pas mal de dégâts si jamais l'adversaire décide de bloquer votre commander. Indirectement, Radiant appelle aussi à faire des decks anges, que tous les anges ont le vol. À vous de voir si vous préférez jouer plus de petites créatures et augmenter vite fait les dégâts que vous pourriez faire, ou si vous préférez jouer Radiant comme un deck Vortos qui parlera des anges. Dans les deux cas, vous en arriverez à la même conclusion, mais probablement d'une manière plus lente dans la version ne contenant que des anges. Malheureusement, les anges n'ont pas forcément d'énormes manières de rampe, ni même de piocher, et ça reste un énorme problème pour un deck qui veut jouer beaucoup de cartes, ainsi que certaines coûtant assez cher à lancer. Le dernier deck dont on parlera aujourd'hui sera Multani, qui coûte 6 mana, dont 2 verts et 4 génériques à lancer. Multani a une force et une endurance égales au nombre de cartes totales dans les mains de tous les joueurs, ce qui peut le faire devenir un deck wheel, ce qui est quand même tout de même assez rare en vert, que pour être signalé. Alors le terme wheel ici est un petit peu galvaudé, puisque notre cher ami va surtout avoir l'amabilité de donner à tout le monde la possibilité de piocher plus par tour, ce qui permettra peut-être d'avoir un Multani 28-28 à tout moment. Mais en gros, c'est plus un deck draw. En plus de ça, Multani a le linceul, ce qui fait qu'en faire un deck Voltron, mis à part en donnant un max de cartes aux adversaires, c'est assez compliqué. Multani se trouve parfois joué comme un deck groupe Hug, et c'est logique puisque donner des cartes aux adversaires est une mécanique liée à cet archétype,
même si c'est pour faire grossir votre commandant. Dans la plupart des cas, Multani sera votre moyen de terminer la partie. Et c'est pourtant une possibilité compliquée, puisqu'il ne dispose d'aucune évasion, et que, je le rappelle, il a le linceul, et donc ne sera pas ciblable par un équipement, un aura, ou quoi que ce soit, permettant de lui donner l'évasion. En gros, on n'aura plus qu'à espérer que le passage soit libre. Voilà qui fait le tour de ces 4 extensions, j'espère que ces cartes vous auront donné des idées pour créer des decks autour d'eux. N'hésitez pas à me dire lequel d'entre eux vous a le plus plu dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à me retrouver en live les mardis, jeudis et vendredis à 21h15 sur la chaîne Twitch AD Cisco, disponible en description, à laisser un pouce bleu, une hype, à partager, bref, à faire tous les trucs qu'on vous demande habituellement sur YouTube. Nous, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à laisser un like et un commentaire, et surtout à t'abonner si tu ne l'es pas. Tiens, t'es encore là toi? Non mais c'est parce qu'il n'y a pas grand chose à faire ici en fait. Enfin, YouTube m'affirme que cette vidéo pourrait te plaire, donc tu peux la regarder. Merci, bisous.